sûr que ce petit jingle, vous allez vous en souvenir toute la nuit. Allez, on démarre par notre première étoile pour savoir d'où part justement l'étincelle. Vous l'avez compris, hein, pendant toute cette soirée, on va vous embarquer dans un véritable voyage. Oui, c'est un voyage, le mot n'est pas trop faible. Et on va démarrer avec une première marche. Alexandre, tu es allé rencontrer l'un des plus grands sages de la planète quand même. Eh bien oui, pour savoir d'où part l'étincelle, pour traiter cette question, nous avions besoin de nous éclairer auprès d'un sage, mais pas n'importe qui. Quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de simple, quelqu'un qui nous ramène à l'essentiel. Alors nous avons choisi Matthieu Ricard. Alors Matthieu Ricard est une personnalité mondialement reconnue qui est sollicitée tous les jours pour des projets. Mais notre projet lui a beaucoup plu et il a accepté de nous accompagner. Alors Matthieu n'est pas là physiquement avec nous aujourd'hui, mais il est bien en connexion avec nous. Il faut savoir que même s'il ne fait vraiment pas son âge, il a 75 ans et il vit une grande partie de l'année au Népal. Mais actuellement, il est en Dordogne auprès de sa mère qui a 98 ans et c'est là que nous sommes allés le rencontrer. On le regarde ensemble? Allez, c'est parti. Nous sommes réunis ce soir à Lyon pour une conférence que nous avons appelée « L'ère des pourquoi ». Le sujet traite de la quête du sens du dirigeant et sa transposition dans l'entreprise. Alors avec vous, ce soir, on va parler d'émerveillement, parce que pour vous, il y a un lien entre quête de sens et émerveillement. L'émerveillement devant la nature humaine, ce n'est pas une vision complètement rose de l'existence, c'est simplement pour contrecarrer ce qui malheureusement est souvent le risque en voyant toutes les mauvaises nouvelles qui pleuvent. Il y a toujours quelque chose de terrible qui se passe dans le monde quelque part. Et si c'est ça qu'on met en premier lieu dans les nouvelles, on tombe dans le syndrome du mauvais monde. Le monde est mauvais, l'être humain est mauvais, regardez, il y a eu un massacre ici, une catastrophe là, etc. etc. Ah, il y a toujours ces choses-là. Mais ce qu'on ne voit pas, et ce dont on devrait s'émerveiller, c'est ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, la majeure partie des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres, et souvent même de manière bienveillante. On coopère, on prend soin des autres. Donc cette notion de care, cette notion de sollicitude, cette notion d'altruisme, on est concerné par nos enfants, mais on peut agrandir le cercle à d'autres personnes. Donc, s'émerveiller devant ce potentiel que l'être humain peut accomplir des choses merveilleuses. L'espèce humaine est finalement la seule parmi les 8 millions d'espèces sur Terre qui peut faire un très grand mal, avec la bombe atomique et autre chose, et en dévastant son propre environnement, ou un très grand bien. La plupart des autres espèces font un petit peu des deux. Et donc voilà, donc je pense que ça redonne espoir. Tout n'est pas perdu, l'homme n'est pas foncièrement mauvais, irrémédiablement mauvais, c'est même pas la peine d'essayer de vous éduquer, c'est pas la peine d'essayer de promouvoir l'altruisme et la bienveillance, c'est perdu d'avance. C'est comme de nettoyer un morceau de charbon en pensant qu'il va briller comme de l'or, c'est pas la peine de se fatiguer. Si par contre nous avons ce potentiel depuis la petite enfance, qu'il faut le nourrir, le guider, l'aider, sans forcer les choses, permettre cette bonté qui est au fond de chacun de nous. Nelson Mandela, au bout de 30 ans de prison, disait « il y a toujours un potentiel de bonté au fond des êtres ». C'est ce que disent aussi les bouddhistes. Donc, nous avons ce potentiel. Donc donner un sens à notre existence, souvent on dit quel est le sens de la vie. Et souvent le Dalai Lama répond, la question c'est pas le sens de la vie, mais quel sens je peux donner à ma vie. Est-ce que je peux être d'abord m'épanouir dans l'existence avec mes proches, et puis contribuer à quelque chose à la société. Donc c'est le double accomplissement du bien d'autrui et du sien propre. Donc là, ça prend tout son sens. Donc si je vous suis, on s'engage durablement parce qu'on s'émerveille, non pas parce qu'on est indigné. Alors, indigné, c'est aussi une bonne chose. Devant un massacre, une injustice, devant, par exemple, on pourrait parler d'un crime écologique. La législature internationale a beaucoup de mal à faire une sorte de cour internationale de crimes contre la nature ou l'écologie, parce que c'est trop compliqué. Mais il faut s'indigner. Mais si on ne fait que s'indigner ou se mettre en colère contre les perpétrateurs, les gens qui font des choses terribles, on est dans le mode de l'agressivité, de la colère. On parle toujours d'une guerre. On parle de guerre contre des virus, c'est un peu beaucoup, parce qu'il vaut mieux parler d'une coopération, du besoin d'être ensemble. Et donc, comment on trouve ce qui va nous émerveiller, qui va donner du sens à nos actions? Alors, il faut pouvoir le découvrir. Quand on parle de la nature, si on a la chance d'être un peu dans la nature, ça peut être aussi bien un paysage absolument grandiose et fabuleux, mais on n'en trouve pas partout, mais aussi
je ne sais pas, l'odeur après la pluie d'une prairie d'été, un flocon de neige qui vous tombe dans la main, une fourmi qui se promène dans l'écorce, ou ça peut être le jeu des nuages, ça peut être un grand ciel bleu. C'est la contemplation. La contemplation, savourer la fraîcheur du moment présent. Et puis avec les êtres humains, c'est le regard d'un enfant, au Tibet, d'un vieillard édenté qui vous regarde avec une joie d'une existence bien remplie. Ça peut être un geste de bienveillance que vous voyez même entre des gens très démunis qui rendent service à autrui. C'est des choses belles, d'entraide, d'amitié. Donc tout ça, on peut s'émerveiller parce que c'est la meilleure partie de nous-mêmes qui vient à la surface. Donc quand on s'émerveille, on trouve la cause pour laquelle on est prêt à s'engager. Et est-ce que la raison d'être, finalement, c'est l'énergie qu'on met pour défendre la cause qui nous émerveille? Alors après, tout dépend de la valeur qu'on accorde à cette cause. Par exemple, l'altruisme, ça commence par accorder de la valeur à l'autre. Si vous dévalorisez l'autre, c'est ce qu'ont fait tous les dictateurs. Ils traitent ceux qui veulent éliminer de rats, de vermines, de peste, tous les mots sont bons. Donc ils déshumanisent les êtres humains en animaux. Quand on fait, disons, l'élevage industriel d'animaux et qu'on ne veut pas trop, si c'est des êtres sensibles, on est bien embêté, donc on les déanimalise, on en fait des choses, des objets de consommation, des machines à faire des saucisses. Donc c'est toujours une dévalorisation. Si l'autre n'a aucune valeur morale, on peut l'éliminer sans aucune gêne. Donc accorder de la valeur à l'autre, à tout être humain, la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits de la femme, droits de l'enfant, abolition de l'esclavage, de la torture, c'est accorder de la valeur à l'autre. L'individu a une valeur, la société a une valeur, la collectivité a une valeur, chaque être humain a une valeur. Donc si on accorde la valeur à l'autre, si on accorde la valeur à notre propre souhait de ne pas souffrir et d'atteindre une sorte d'épanouissement, donc c'est pas compliqué de se projeter dans l'esprit de l'autre et se dire tout comme moi, il ne se réveille pas le matin en se disant je ne veux pas souffrir toute la journée et c'est possible toute ma vie. Donc si j'accorde de la valeur à cette aspiration, je suis concerné par cette aspiration. Et être concerné, ça veut dire quoi? Si je ne veux pas souffrir, il ne faut pas que je mette ma main dans le feu et je vais la garder à tout prix en me disant je ne veux pas souffrir, mais je garde ma main dans le feu. Bon, ça ne marche pas. Donc si on est concerné par éviter la souffrance, il faut remédier à ses causes. Et souvent, on a une sorte d'addiction dans notre monde à ce qui continue à faire perdurer nos tourments, nos souffrances, nos frustrations. Donc si on se transporte chez l'autre, même si on est souvent malhabile, on tourne le dos au bien-être, on se précipite vers les causes de la souffrance, mais on peut précisément, si on accorde de la valeur, être concerné. Donc si on est concerné par le sort de l'autre, c'est la racine de l'éthique. C'est-à-dire qu'on veut pas, on va faire attention à agir, à parler et à avoir une conduite et une attitude qui n'inflige pas des souffrances à l'autre. On va être concerné par son bien-être ou essayer de remédier à ses souffrances. Donc du coup, la bienveillance, la sollicitude, prendre soin de l'autre en prenant aussi bien soin de soi-même, vient tout naturellement. Donc ça, c'est très important. L'émerveillement accorde de la valeur. La valeur nous fait être concernés par le sort de ce qui vous émerveille et on agit en cohérence avec cela. Et pensez-vous que l'émerveillement est la source d'une société peut-être plus durable et plus responsable? Alors bon, il ne faut pas non plus tout mettre sur l'émerveillement, disons, mais c'est vrai que c'est un beau concept. Mais en fait, le vrai concept qui peut nous aider à faire face aux défis du XXIe siècle, qui peut naître de l'émerveillement. D'ailleurs, les études psychologiques ont montré que les gens qui sont émerveillés sont plus altruistes. Moi, j'ai fait bingo parce que c'est un scientifique que je connais, Dacher Keltner, qui est à Californie. Et ils ont montré ça, donc parce que c'est plus grand que soi-même ce qui vous émerveille. Donc l'altruisme, c'est-à-dire la considération d'autrui, si on ne veut pas appeler un mot moins savant, ou la bienveillance, ce n'est pas juste un concept sympathique, utopique, ouais, on peut se permettre ça quand tout va bien, une sorte de luxe. Si on réfléchit aux grands défis du XXIe siècle, et ça concerne tout le monde, l'entreprise, les dirigeants, nos enfants, vous-même, il y a une grande difficulté à relier les besoins de 3 échelles de temps. Il y a le court terme, vous devez faire marcher votre entreprise. Il faut éviter qu'elle périclite et que vous fassiez faillite à la fin de l'année. Ça, c'est l'urgence. Mais il y a aussi le long terme. Qu'est-ce que vous allez faire sur 5 ans, sur 10 ans? Puis le long terme, c'est aussi la qualité de vie.
un endroit où il fait bon travailler, on sait que ces entreprises fonctionnent mieux. Alors, il y a toutes les études que vous voulez qui ont été faites. Qu'est-ce que ça veut dire, un endroit où il fait bon travailler? Généralement, numéro un, une bonne qualité de relations humaines. Hein, ce n'est pas uniquement le salaire et tout ça. Et les avantages, c'est au jour le jour, comment tout se passe bien, au lieu d'empoisonner l'existence par des conflits, etc. Donc tout ça vient de là. Donc ça, c'est un peu le court terme. Après, le moyen terme, c'est l'épanouissement, une vie, une carrière, une famille, une vie. Donc c'est 50 ans, 100 ans. Mais il y a un nouveau défi qu'on n'avait pas il y a 12 000 ans, quand il y avait 5 millions d'êtres humains sur Terre, c'est que nous sommes devenus les acteurs principaux qui, en fait, maintenant, qualifient le sort des générations futures. Quand Greta Thunberg dit aux Nations Unies, vous trahissez les générations futures, c'est qu'ils vont exister. Ils ne peuvent pas réclamer leurs droits en manifestant dans les rues de Lyon, mais ils vont exister pour sûr. Ils vont souffrir de notre mode de vie actuel, qui est un peu débridé, et diront, vous saviez, vous n'avez rien fait. Donc là, c'est le défi ultime à l'altruisme, parce que bon, on a des petits-enfants qui risquent de souffrir d'ici la fin du siècle, mais de plus en plus si on continue sur cette voie. Donc là, si vous voulez, on a beaucoup de mal à relier ces trois échelles de temps. C'est-à-dire vous mettez des scientifiques qui vous disent voilà ce qui va arriver, ce qu'il faudrait faire. Alors, les politiques vous disent oh non, quand même pas, vous ne pouvez pas faire tout ça, ça va être impopulaire, on ne va jamais être réélu. Vous avez des gens qui s'occupent de 10-20 ans, les travailleurs sociaux, les dirigeants d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait sur 10-20 ans. Et puis il y a des gens qui disent ouais, ben moi il faut que je nourrisse mes enfants demain en Afrique, et c'est de ça qui compte, et le reste je m'en fiche, je peux couper tout ce qu'il faut parce que je ne peux pas faire autrement. Et il y a un dialogue de sourds. Donc ce n'est pas l'égoïsme qui va faire le fil d'Ariane qui relie ces trois échelles de temps. Parce que l'égoïsme, vous allez maximiser vos intérêts maintenant en vous fichant du futur, vous en fichez de l'injustice sociale, de la pauvreté au sein de la richesse, et les générations à venir, il n'y a rien à cirer, quoi. Donc la considération d'autrui, c'est le seul concept pragmatique qui permet de s'asseoir autour d'une même table avec des spécialistes de l'environnement qui vous disent ce qu'il faut faire, écouter la science, travailler avec les hommes politiques, les chefs d'entreprise, et puis vous occuper du court terme, c'est-à-dire voilà, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont dans la précarité, ceux qui n'arrivent pas avec tout ce qui se passe maintenant à finir les fins de mois. Donc tout ça, ça fait partie de notre société humaine, notre humanité commune. Et si on en revient à la responsabilité de chacun, au CJD on parle beaucoup de congruence ou d'alignement. Vous dites même que le messager est le message. Ben oui, parce que, si vous voulez, c'est très joli de dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais ça ne convainc personne, parce qu'on s'aperçoit très vite que c'est une façade. Et en tout cas, ça n'inspire pas très longtemps. La recommandation peut être juste, mais si on s'aperçoit derrière que tout va de travers chez la personne qui fait cette recommandation, ben, disons, on est moins inspiré pour suivre cela, même si l'idée est bonne. Donc c'est important qu'il y ait cette cohérence. Et moi, j'ai vu certaines, on pourrait dire qualifiées d'entreprises. Moi, je connais une clinique pour les yeux au Népal, où vous voyez, la personne qui est l'âme de tout ça est quelqu'un incroyablement bon, attentif à tout le monde, attentif à ses patients. C'est une bonne personne. Et bien, tout le monde du haut jusqu'en bas fonctionne comme ça. Parce que voilà, il y a un esprit d'équipe, de solidarité, de service. Donc inspiré, c'est vrai. Et j'avais vu une enquête sur les leaders dans le monde de l'entreprise qui étaient les plus admirés. Ça s'est fait dans le monde entier. Et il y avait deux choses pour l'admiration. Les qualités humaines de la personne, numéro un, et son ouverture d'esprit, c'est-à-dire la créativité. C'est quand même intéressant. C'est pas l'efficacité formidable, il a repris la boîte en main, vous allez voir, ça va tout casser. Tout casse, y compris les gens qui travaillent. Et à la fin, ça casse, et ça passe, et puis ça casse aussi. Et comment on importe comme ça ces valeurs de compassion, d'altruisme dans l'entreprise, d'après vous? Il faut penser que ce n'est pas une sorte de bonus, que c'est une façon un peu douce d'approcher les choses, que ça va être moins efficace, parce qu'encore une fois, un lieu où il fait bon travailler, on sait que ces entreprises, finalement, sur la durée, résistent mieux aux crises. Il y a un esprit d'équipe, les gens sont motivés pour rester. Si uniquement c'est le profit et l'efficacité qui est à l'ordre du jour, le jour où le navire commence à sombrer, tous les rats fuient le navire. Si on sent qu'on contribue quelque chose à la société, ou tout au moins à toute la communauté qui travaille ensemble, même s'il y a des hauts et des bas, on a plus tendance à vouloir rester pour traverser ces hauts et des bas. Pour vous donner un exemple, nous, quand on fait des projets humanitaires au Tibet,
souvent en voiture, on fait du 30 de moyenne dans des routes complètement cabossées. Si on n'avait pas l'idée d'aller quelque part pour construire une école ou bien faire un pèlerinage ou autre, pourquoi est-ce qu'on ferait mieux rouler sur l'autoroute du Sud? Ça roule mieux. Mais il y a un sens, il y a une direction, il y a quelque chose à accomplir qui nous inspire. Donc c'est vrai que tout ça donne du sens. Et ça, le sens vient surtout, encore une fois, du double accomplissement du bien d'autrui et de son propre épanouissement au travail. C'est l'endroit où on passe le plus de temps, on s'investit beaucoup, et c'est uniquement sur l'efficacité, la dureté, ça ne marche pas, enfin, ça finit par user. Il y a un burn-out professionnel, comme il y a un burn-out pour les aides-soignants et les médecins, si c'est uniquement l'efficacité ou une sorte de détresse empathique, mais s'il n'y a pas cette qualité de cœur qui permet d'avoir le courage, qui permet de régénérer nos forces. Il n'y a rien de tel pour régénérer notre force d'inspiration, le goût de travailler ensemble, que de la sollicitude et du care et du soin d'autrui et de la bienveillance. Vous êtes ce soir face à une assemblée d'à peu près 1000 dirigeants. Est-ce que vous avez un message à leur passer? Oui, alors si vous voulez, peut-être. C'est un message qui me vient d'une amie qui s'appelle Jody Williams, qui a le prix Nobel de la paix avec son association pour les mines antipersonnelles. À un moment donné, il débattait de est-ce qu'il faut interdire ou non les mines antipersonnelles. Il y avait toute une convention mondiale. Et elle était là, elle a intervenu en disant, écoutez, vous êtes là à vous chipoter sur des virgules, sur des machins. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes des êtres humains, vous avez des enfants. Soyez des êtres humains ici, décidez maintenant. Elle avait aligné dehors une centaine de personnes en chaussettes roulantes qui avaient perdu leurs jambes sur des mines antipersonnelles. Donc en gros, l'exemple c'est, vous êtes des êtres humains, vous pouvez faire venir toujours le meilleur de vous-même à la surface. Soyez des êtres humains jusqu'au bout, en toutes occasions. Et finalement, sur le long terme, c'est cette chaleur humaine qui de loin donnera en plus les meilleurs résultats, en plus d'une vie épanouie et d'une satisfaction, et que dans 20 ans, tu disais, ben voilà, j'ai bien mené mon entreprise parce que j'ai amené de la bienveillance, j'ai amené du soin de l'autre, et en même temps, qui plus est, ça a drôlement bien marché. Mathieu, merci beaucoup pour vos éclairages et votre sagesse. La chaleur humaine. Quel beau moment de partage, quel beau moment d'émotion. Merci beaucoup. Je sais que c'est la première fois que tu rencontrais Mathieu Ricard. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ce moment-là particulier? C'est un moment hors du temps, en fait. C'est vraiment une rencontre qui marque une vie. C'est... Comment dire? Il a une conversation qui est complètement spirituelle, qui est scintillante, mais en même temps, c'est très accessible. Et quand il parle de considération d'autrui, en fait, il considère vraiment la personne en face de lui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça s'est fait en une prise, comme ça. On a passé 4 heures avec lui, et tout a été merveilleux et magique. C'est vraiment le mot merveilleux, en fait, que tu pourrais retenir. Hein. Oui. Ouais. Il y a une anecdote, quand même. Allez, donne-la nous. Il y en a plein. Ouais, il est monté dans la Tesla. Enfin, celle-là. Ça, c'est assez drôle. Donc, on a mis Mathieu Ricard dans une Tesla aussi. C'était un chouette moment. Il y en a une autre aussi, c'est que voilà, il a écrit un livre qui s'appelle Émerveillement, avec toutes ses photos, parce que c'est un grand photographe. Il y a plus de 200 photos. Et donc, je l'avais amené, je l'avais lu, je l'avais amené, et je lui ai demandé de me le dédicacer. Et au moment où il l'ouvre, il le dédicace. Je lui dis, il y a une photo qui m'a beaucoup plu. Et il me raconte, c'est que des photos sur l'Islande et des photos sur le Tibet. Il n'y en a qu'une, là, je l'ai recasée, je ne savais pas où la mettre, c'était une photo c'est une photo de Corée du Sud. Et je lui dis, c'est exactement celle-là qui me plaît le plus. Sur les 200 photos, c'est celle qui me touchait. C'est une photo avec des feuilles jaunes. Et au moment où il fait la dédicace, il y a une feuille jaune qui tombe de l'arbre sur sa signature. Et là, il me dit, voilà, c'est ça l'émerveillement. C'est joli quand même. Immense merci en tout cas à Mathieu Ricard de nous avoir ouvert sa porte. Et bravo à toi pour ce partage. Je te laisse rejoindre ta place.